Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au Maïf Social Club pour une nouvelle conférence bien dans mon assiette, bien dans mes baskets, organisée par La Ruche qui dit oui. C'est la deuxième conférence qui a lieu dans ce lieu. Alors peut-être que certains connaissent déjà cet endroit. Donc nous avons ouvert au mois de novembre. C'est un lieu Maïf qui utilise l'axe culturel pour proposer sur des thématiques et croiser des ateliers, des conférences et des expositions. Vous tombez entre deux expositions. Une nouvelle exposition Sportmania va être inaugurée jeudi soir et sera ouverte au public dès vendredi ou samedi et croisera donc une exposition, des conférences et des ateliers qui pourraient vous intéresser. J'ai noté du yoga, du pilate, sur la nutrition. Tout ça, ce sont des ateliers sur lesquels il faut s'inscrire puisqu'il y a une jauge limitée. Pour cela, il suffit d'aller sur le site du Maïf Social Club et de créer un compte. On se revoit en bas après la conférence où on pourra développer toutes ces idées. Pour le moment, bonne conférence. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci aux hommes d'avoir le courage de braver cette assemblée extrêmement féminine. Donc le thème ce soir de cette rencontre, c'est bien dans mon assiette, bien dans mes baskets. Et pour situer le sujet, en fait, je vais lire quelques lignes du livre d'Ariane Grumbach, qui est une de nos invités. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Le sucre nous fait du mal. Ah, tu devrais essayer de manger sans gluten. On se sent tellement bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Quoi? Encore des pâtes? Arrêtez de grignoter. J'ai 3 kilos à perdre. Impossible. Pas de chocolat dans les placards, sinon je mange la tablette. Je ne sais vraiment plus quoi manger. Avec toutes ces injonctions, toutes ces pubs de magazines qu'on voit actuellement sur vite, c'est l'été, il faut rentrer dans le bikini, on ne sait plus trop quoi manger. Et donc, pour parler un petit peu d'alimentation, de santé, de bien-être, nous avons ce soir des invités, toutes féminines aussi. Et donc, nous avons Ariane Grumbach qui est ici, qui est diététicienne, qui est blogueuse et qui a écrit un livre, La gourmandise ne fait pas grossir. Nous avons Ananda Ceballos, qui est docteure en études indiennes et psychologue spécialisée en troubles du comportement alimentaire. Elle a fondé Yumi, l'alliance du yoga et l'alimentation de pleine conscience. Nous avons Florence Hervastet, qui est diététicienne, nutritionniste et qui, elle aussi, est adepte de l'alimentation de pleine conscience. Et à la fin de cette séance, donc, nous avons Jeanne Chemla et Jessica, qui sont toutes les deux de YoBureau, qui proposent du yoga en entreprise. Et donc, on terminera cette séance par une petite séance collective de yoga pour repartir chez soi ultra détendu et prêt à manger en pleine conscience un plat absolument délicieux. Voilà. On commence? On y va. Allez, Florence. Donc, Florence, vous êtes diététicienne et vous êtes contre les régimes. Je crois que les régimes ne marchent pas. Hein. Les statistiques disent que 95% des régimes ne marchent pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, pourquoi ça ne marche pas, les régimes? D'abord, ça marche pour un certain nombre de gens, pour différentes raisons d'ailleurs, mais ça ne marche pas en général parce que le prérequis, c'est qu'on est chacun différent. Et ça, c'est très important de le savoir et de pouvoir l'appliquer. Et en fait, le fait de mincir, parce que c'est souvent ce qu'on demande à un régime, il y a des régimes pour différentes choses, mais là on parle plutôt du régime pour mincir, on a toujours une notion de miracle là-dedans. On a l'impression que le dernier gourou à la mode ou le médecin surmédiatisé va nous apporter la solution. Or, la solution, elle n'est pas chez le moindre gourou ou chez le moindre médecin, elle est en nous. Elle est en nous avec nos sensations qui nous sont propres, notre rythme alimentaire qui nous est propre, qui n'est pas du tout le même que celui de sa concierge, de sa sœur, de sa belle-sœur, voilà. Et donc, il faut chercher en nous, en fait,
nos sensations de faim, nos sensations de satiété, notre plaisir alimentaire, de façon à se retrouver raccord avec soi-même. Parce qu'à partir du moment où on subit un régime, je dis subit et je trouve que c'est le bon mot, on subit des privations. Et à partir du moment où on subit des privations, on a forcément envie de transgresser. Et quand on transgresse, on s'en veut beaucoup, on culpabilise, donc on regrossit. Et voilà, le cercle commence à se mettre en place. Et c'est, on dit que c'est le hamster dans sa roue, mais c'est tout à fait ça. Et ça crée des souffrances absolument terribles chez les patients. Et pourtant, jusqu'à présent, en fait, c'est la seule solution qui était proposée, le régime. Moi, je suis diététicienne depuis 30 ans. Quand j'ai débuté ma carrière, je faisais faire des régimes, hein, comme tout le monde. C'est ce qu'on m'avait appris et c'est ce qui me semblait logique. Mais avec l'expérience, j'ai bien vu que mes patients, en fait, ils étaient super contents de venir me voir. Ils étaient super contents qu'on s'occupe d'eux. Mais en fait, ça tenait une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans pour certains. Mais il arrivait toujours à un moment donné où il y avait une décompensation et où le poids se reprenait. Donc moi, j'ai arrêté de travailler parce que ça ne me convenait plus. Je ne me sentais plus du tout en phase. Je ne me sentais plus du tout aider les gens. Et je me suis mis à lire beaucoup de choses et j'ai changé complètement ma pratique professionnelle. Et maintenant, je ne propose plus de régime. J'aide les gens à travailler sur leurs sensations, à les retrouver, parce que les sensations, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va vous imposer, vous prescrire. Les sensations, elles sont en vous. Mais quelquefois, on est complètement parasité par l'extérieur, par nos relations sociales, par les interdits, par les tabous, par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et ces sensations, il nous arrive de ne plus les avoir du tout, de ne plus les sentir du tout. Donc, il s'agit de faire un travail, je dis toujours que je fais un travail d'archéologue, parce qu'on va gratter, on va essayer Déjà, moi, j'ai des patients qui n'ont jamais faim. Ils me disent, moi, je mange, mais j'ai jamais faim. Moi, en fait, je pourrais me passer de manger. Et donc, on essaie de retrouver cette faim. Parce que, bien sûr, s'il n'y a pas de faim, on ne sait jamais quand s'arrêter. Il n'y a pas de sensation de satiété si on n'a pas commencé à manger avec la sensation de faim. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu résumé. Mais voilà pourquoi je suis absolument contre les régimes. Absolument contre le fait de lancer une idée. D'ailleurs, il y a des régimes complètement farfelus. Hein. On a eu les régimes pamplemousse, les régimes bananes, les régimes saucisses, les régimes... voilà. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, même des gens super intelligents font ces régimes. Donc, vous culpabilisez pas du tout si vous avez fait ces régimes. Tout le monde se laisse piéger par cette espèce de miroir aux alouettes, en fait. Et le tout, et certains le comprennent au bout de 3, 4, 5, 15 régimes, certains comprennent que ce n'est pas la solution, et puis d'autres, chaque année, se remettent sur Femme Actuelle ou sur... et font le dernier régime que fait la dernière actrice à la mode. Donc il s'agit de chercher en soi, en fait. C'est un travail vachement plus difficile que de recevoir un polycopier, c'est sûr, où il est noté, vous mangerez 100 grammes de ci, 100 grammes de ça à midi, et puis voilà, et puis pas de sucre, et puis surtout pas de gras. C'est beaucoup moins facile de travailler sur soi, mais ça en vaut vraiment la peine. Parce que ça permet aussi de mieux se comprendre et ça intervient sur des domaines bien au-delà de l'alimentation, hein, sur le respect de soi, sur l'écoute de soi. Et ça facilite grandement la vie plutôt que d'être obsédé par son alimentation, d'avoir peur d'être reçu par quelqu'un parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me faire à manger? Ça va être horrible », d'être toujours dans cette peur. Et en fait, de ne plus avoir de plaisir alimentaire, mais avoir simplement
le plaisir de transgresser, en fait, et voilà, avec toute la culpabilité que ça apporte. J'étais longue. Non, c'est bien. Vous avez dit il faut retrouver ces sensations qui ont été parfois perdues, notamment la sensation de faim. Est-ce qu'au début, c'est pas hyper difficile et puis très cérébral finalement de se dire bon, alors, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai plus faim, est-ce que je mange ça parce que en fait je suis en train de culpabiliser ou parce que j'ai besoin de compenser. Enfin, à partir de quand on retrouve une certaine, un comportement assez naturel. Est-ce qu'on y arrive? Oui, tu as tout à fait raison, Hélène. C'est vrai qu'au début, c'est un peu prise de tête de se dire mais est-ce que j'ai faim? Mais on a l'impression d'être très tourné sur soi et surtout que généralement on n'en a pas du tout l'habitude, donc on se dit mais tu penses qu'à toi là en fait, voilà. Donc est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as assez mangé? Mais à partir du moment où on retrouve le plaisir alimentaire et où on retrouve des sensations, c'est extrêmement grisant. Et après, ça devient comme un automatisme. C'est comme quand on apprend à conduire, en fait. Quand on apprend à conduire, au départ, on se dit avant de passer la première, il faut que je débraye, il faut que je freine, il faut que je regarde dans mes rétros et tout. Et quand on a pris l'habitude de se demander toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, est-ce que j'ai faim? De se demander est-ce que j'ai assez mangé après avoir mangé? Ça devient tout à fait automatique. Et ça passe plus, je dirais, par le cerveau, en fait. Ça devient tout à fait classique. Et ça devient impossible de manger au-delà de sa faim. Il y a un écœurement qui arrive assez vite. Ça n'arrive jamais? On ne peut pas parfois se laisser aller aussi et puis reprendre 3 fois du gâteau parce que l'ambiance est sympathique et parce que oui, tout à ça va faire plaisir à la personne qui l'a fait. Ah, mais tout à fait, mais on peut effectivement. On peut tout à fait le faire dans certains cas, mais tout de suite, on ne se sent pas très bien, en fait, parce qu'on sent qu'on n'a pas respecté son corps. Et que quand on apprend à écouter son corps, il sait nous dire « Oh là, Coco, t'es allé un petit peu trop loin et moi, ça ne me plaît pas du tout ». Mais en même temps, c'est pas très grave. Ça veut dire que le soir, on n'a pas faim, on va au lit et on ne mange pas, quoi. Et il n'y a aucune gravité à ça. Ce qui est important pour ne pas aggraver les choses, c'est de ne pas culpabiliser. Si on mange 3 parts de gâteau et qu'on se dit « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur, demain je vais avoir pris 3 kilos sur la balance », là le risque, c'est que le soir, on a envie d'une raclette et que le lendemain, on a... Voilà. Parce qu'on s'en veut et qu'on ne se respecte plus. Et alors, comment ça fonctionne avec les enfants? Parce que les enfants, en fait... s'autorégule. Enfin, si on donne un plat à un enfant, il ne va pas se baffrer comme nous on peut faire. Et pourtant, on va souvent, enfin ça dépend lesquels, mais bon, souvent on va les inciter en fait quand même à terminer leur plat. C'est nous qui allons leur donner la bonne ration parce que nous on sait, voilà, une maman elle sait ce que son enfant doit manger. Est-ce que vous êtes contre ça et comment pour vous ça fonctionne un repas familial? Alors, soit Florence ou Ariane, si vous voulez répondre à ça. Oui, effectivement, un enfant, sauf de très très rares exceptions, le bébé quand il naît, il a cette régulation naturelle. Je suppose qu'il y a des personnes ici qui ont des enfants, le bébé il réclame à manger quand il a faim, et il s'arrête quand il n'a plus faim. Donc les parents ne doivent surtout pas priver les enfants de cette régulation naturelle. Il faut les laisser. Moi je dis toujours que les parents, ils sont là pour proposer la diversité, développer la curiosité des enfants par rapport à l'alimentation, leur faire goûter plein de choses, développer leur envie de manger varié. Mais en revanche, la question des quantités, c'est l'enfant qui doit réguler. Et donc, on doit soit le laisser se servir quand il est grand, soit quand il est petit, lui proposer une portion. Mais s'il a plus faim et qu'il ne veut pas finir, surtout ne pas l'obliger à finir son assiette. Alors, on parle beaucoup du gaspillage aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout pour le gaspillage. Mais justement, il faut laisser petit à petit l'enfant se servir. Ou si on se rend compte au bout d'un certain nombre de fois qu'il laisse dans son assiette, le servir moins, se dire qu'il se resservira s'il a encore faim, etc. Mais il faut vraiment, vraiment le laisser avec cette régulation naturelle parce que si on s'en déconnecte quand on est enfant, justement, il y a un moment donné, il faudra refaire ce travail de s'y reconnecter. Donc autant ne jamais s'en déconnecter. Donc laissons les enfants réguler leur appétit. Ne pas finir leurs assiettes. Exactement. Alors Ariane, puisque vous avez le micro, ou se resservir.
Puisque vous avez le micro, vous avez sorti un livre qui s'appelle donc La gourmandise ne fait pas grossir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et concrètement c'est complètement en phase avec ce que disait Florence, c'est-à-dire que en fait, effectivement, ce titre peut paraître un petit peu provoquant, mais pour moi, en fait, la gourmandise, c'est d'avoir du plaisir à manger. Et d'une part, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais je vous recommande de faire l'expérience. Les aliments sont meilleurs quand on a faim. On va plus apprécier le goût des aliments. Et donc, si on mange quand on a faim quelque chose qu'on aime et qu'on prend le temps de le savourer, de l'apprécier consciemment, on a beaucoup de plaisir. Donc, on n'a aucun problème à s'arrêter quand on n'a plus faim, puisqu'on n'a pas du tout de frustration. On a eu la dose de plaisir suffisante, on a été gourmand et on s'arrête. Et donc, comme on s'arrête, on ne grossit pas, quel que soit l'aliment. Dans votre livre, vous traitez d'un certain nombre de problèmes et de solutions. Et à la lettre A, on peut lire « as » comme « assez »,« assis »,« assiette ». Est-ce que c'est ça la règle de base, le triptyque pour se sentir bien dans son assiette et ses baskets? Alors, je fais juste une petite parenthèse avant. À A, il y a aussi abracadabra, pour répondre à Florence, pour dire il n'y a pas de baguette magique par rapport à l'alimentation. Et des fois, il y a un travail à faire. Et tous les gens qui vont vous promettre de la magie et moins 10 kilos en 3 semaines, etc., fuyez, fuyez. Alors, les 3 As, non, c'est pas la règle d'or absolue, mais effectivement, c'est une aide. Des fois, moi, j'aime bien les acronymes pour se rappeler de ne pas manger à toute vitesse devant le frigo, debout dans sa cuisine, etc. Mais de dire si on a envie de manger, même quand on a faim, mais même parfois quand on n'a pas faim, parce que parfois il peut arriver quand même qu'on mange sans faim et pour d'autres raisons, pour compenser quelque chose, et prendre le temps de se poser, de définir un petit peu la quantité qu'on va manger, pas prendre tout le paquet de gâteaux, mais peut-être se dire je vais prendre 3 biscuits ou une barre de chocolat, et du coup s'asseoir, poser ça devant soi et manger vraiment tranquillement, consciemment, pour du coup effectivement, même si c'est pour se réconforter, ne pas culpabiliser, comme Florence l'a dit, mais apprécier ce qu'on a mangé. Et effectivement, c'est en général les aliments gras et sucrés qui réconfortent, mais si on les mange comme ça, comme le disait Florence, on va sentir le moment où il n'y a plus de plaisir et de satisfaction. Et si on mange consciemment, on est incapable de manger une tablette de chocolat, en fait, parce qu'on va très vite ressentir l'écœurement. Quand on la mange en entier, c'est parce qu'on la mange complètement machinalement, sans faire attention. Donc les plateaux télé, c'est à bannir? Alors à il y a télévision. Alors c'est à bannir. Je donne un conseil un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que moi je suis pas j'essaye de pas être dogmatique. Donc je suis pas une ayatollah de manger absolument sans télévision, parce que j'explique souvent à mes patientes que si c'est pour être complètement plongé dans ses pensées, on sera pas plus attentif à ce qu'on mange. Donc si on veut manger devant la télé ou en écoutant la radio, notamment parce qu'on mange tout seul, il faut essayer de choisir peut-être quelque chose de pas trop palpitant pour pas être complètement absorbé par ce qu'on regarde. C'est-à-dire que l'idée, c'est que alors, moi, je recommande souvent quand même, peut-être au début, si on s'est complètement déshabitué de manger avec attention, de manger avec ses 5 sens, de peut-être s'entraîner un petit peu sans télé, mais après, d'avoir un peu une attention partagée, c'est-à-dire pouvoir avoir un peu d'écoute de la télé, mais aussi une attention à ce qu'on mange, donc pas quelque chose de trop palpitant. En revanche, si on a envie de grignoter devant la télé, je recommande plutôt de regarder des choses passionnantes pour avoir moins envie de grignoter. Et si on se trouve à table avec des convives passionnants, c'est pareil que la télévision, du coup. Il faut arrêter d'avoir cette vie sociale. Il faut penser à ce qu'on... Surtout pas. J'ai été interviewée récemment sur le thème « Est-ce qu'il faut manger seul pour mincir ?» Super programme. Ouais. C'est stupide parce que moi, je travaille vraiment dans la durée, dans le fait de changer ses habitudes. Donc, évidemment qu'on ne va pas renoncer à la convivialité. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes. Moi, je suis comme Florence, totalement contre les régimes. C'est un des problèmes des régimes ou des privations alimentaires. C'est qu'à un moment donné, on se prive des fois de sortie parce qu'on a peur de ce qu'on va manger. Donc, non, vraiment, c'est apprendre à avoir une attention partagée ou alternée, c'est-à-dire un peu d'attention à ce qu'on mange, un peu d'attention à la conversation. Et c'est un entraînement si on ne sait pas le faire, mais on y arrive tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un peu la mode du sans aussi. On voit la mode du sans gluten, du sans lactose, du
sans viande, enfin sans sucre, sans sans gras, sucre, sans... etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'on doit tendre vers ça? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est bénéfique pour tout le monde? Alors, moi, je suis pour la liberté alimentaire, donc que chacun fasse ce qu'il veut. Ce qui m'énerve beaucoup, c'est toutes les personnes, et un peu les gourous dont parlait Florence, qui essayent de nous convaincre que ça serait la bonne façon de manger. Et moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que manger sans égale manger sain. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait manger de tout et avoir une alimentation saine. Moi, je pense que l'important, c'est de manger le plus varié possible. Après, on peut manger en fonction de ses convictions. On peut, par exemple, décider de ne pas manger de viande si on n'a pas envie de manger de viande, d'être végétarien. On peut décider, alors moi, je trouve pour des raisons plutôt d'inconfort, d'arrêter le gluten, sachant que, ça je pourrais développer longuement, mais il n'y a pas de fatalité à avoir des problèmes de gluten, et on peut tout à fait, si on le digère bien, manger du pain, manger des pâtes, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc c'est très important, et Florence parlait de s'écouter, d'écouter aussi ce qui est important pour soi, et de se dire mais je ne vais pas faire ça, je ne vais pas décider de me priver de tel aliment par mode, mais qu'est-ce que je veux vraiment moi, et pourquoi j'arrêterais de manger tel aliment. Donc vraiment s'écouter et pas écouter tout ce qu'on entend, et il n'y a aucune raison, y compris d'arrêter le sucre, d'arrêter le gras, si on en mange raisonnablement dans une alimentation variée. Et le jeûne, vous en pensez quoi? Alors, moi, je voudrais revenir sur le sang. Le sang, il est arrivé après bien des excès, en fait. Une espèce de retour de bâton. En France, notamment, on a une alimentation qui est variée, mais qui est surtout à profusion. On parlait de gaspillage tout à l'heure. Moi, je suis toujours effarée par le gaspillage alimentaire. Parce qu'il n'y a plus de respect, en fait, de l'alimentation. Donc, en fait, on mange en quantité. Moi, je trouve que cette mode du sang lactose, du sang gluten, elle est arrivée aussi comme pour cadrer des excès, en fait, qui avaient été faits précédemment. Ou partir dans l'excès inverse, je dirais. Je suis d'accord, moi, sur l'excès, voilà. Mais partir peut-être dans l'excès inverse. Ou alors, c'est un passage obligé pour revenir à quelque chose de plus médian, quoi. Ouais. Et notamment, le gluten, c'est vrai que beaucoup de gens ont développé quand même une réaction au gluten, mais si ces personnes ont développé une réaction au gluten, c'est aussi parce que notre alimentation a été beaucoup plus chargée en gluten. C'est-à-dire que forcément, si on mange du pain de mie au lieu d'une bonne baguette d'artisan boulanger, il y a beaucoup plus de gluten. Donc il y a eu un espèce d'effet de masse en fait de ces produits. C'est pareil, hein, le lactose, quand on regarde les linéaires des supermarchés, moi je suis toujours effarée de voir la quantité de produits laitiers qui sont proposés. Donc on n'a peut-être pas besoin de manger tout ça en fait. Et à partir du moment où on a une alimentation plus saine, moins industrielle, c'est aussi des problèmes qu'on n'a pas forcément, ces hypersensibilités à différents types de produits. Oui, enfin, ces sensibilités sont venues aussi, enfin, tout à fait du fait qu'une alimentation industrielle, une alimentation très pasteurisée, nous a aussi fragilisé notre intestin. Donc, et plus éventuellement les antibiotiques, enfin, tout un mode de vie a fragilisé notre intestin, donc il supporte beaucoup moins de choses aussi. Alors, si on passe à la question du jeûne, il y a eu pas mal d'émissions sur ces thématiques-là, sur les bienfaits du jeûne. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est quelque chose à encourager, à encadrer, à bannir? Ananda aussi, hein, si alors, je disais que je ne suis pas dogmatique, donc je ne suis pas dans l'absolu contre le jeûne. Je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi on a envie de jeûner. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait... Alors, moi, j'essaye je ne suis pas contre les excès, mais effectivement, si on s'écoute, si on mange sainement, si on mange selon son appétit, on ne fait pas trop d'excès, donc on n'a pas trop de raison de réguler les choses a posteriori. Mais si on a l'impression qu'on a un peu trop mangé, par exemple après les fêtes ou autre, le fait d'avoir envie de mettre au repos son système digestif et donc soit faire du jeûne, soit faire une sorte de monodiète ou des choses comme ça, ça me paraît, j'ai rien contre. Après, il peut y avoir des raisons spirituelles, évidemment, de jeûner, et ça, je respecte tout à fait. Après, ce que je trouve trompeur, c'est
que ce soit les cures détox ou que ce soit le jeûne, tout ce qui promet de maigrir en fait. C'est-à-dire que évidemment le jeûne c'est comme une espèce de super régime en fait, hein. C'est de la super privation. Donc évidemment le corps on va perdre du poids de façon complètement illusoire très rapidement et on va le reprendre aussi vite. Donc le jeûne pour maigrir, surtout pas. Le jeûne pour des raisons de pause, de repos digestif, le jeûne spirituel, le jeûne pour, des fois des personnes le disent, pour se reconnecter à son corps, à ce qu'on ressent, pourquoi pas, dans des durées limitées si c'est pas encadré en tout cas. C'est quoi une durée limitée? Enfin, qu'est-ce qui devient dangereux selon vous? 3 heures. 3 heures. Non, mais je dirais, après... après, il faut faire attention, 1 ou 2 jours, voire 3 jours, ça dépend, après, si c'est vraiment du jeûne, si c'est prendre des bouillons, après il faut quand même, le corps il a besoin de sel, le corps il a besoin quand même d'un certain nombre de choses, donc le jeûne hydrique, ce qu'on appelle le jeûne hydrique, c'est-à-dire vraiment boire de l'eau, ça me paraît une aberration absolue. Florence? On n'a pas beaucoup parlé, je ne sais pas si tu as quelque chose. Bon. Bonsoir à tous, à toutes. Et pour revenir à cette question du jeûne, je peux peut-être faire une allusion au texte du yoga, des textes fondateurs du yoga qui parlent de l'alimentation dans des termes très clairs. Aucune privation, surtout pas d'excès nuisible pour la santé. Mais par contre, une prescription, c'était toujours manger en laissant une partie de l'estomac vide. Et certes, c'est un peu peut-être moins attractif que d'aller remettre les pendules à zéro, comme on a l'habitude de dire. Non, il faut que j'arrête, il faut que je revienne. Mais peut-être un travail du quotidien, chaque repas, laisser l'estomac la possibilité de faire son travail dans un espace vide. Alors, moi, si je peux dire quelque chose sur le jeûne, c'est... alors, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Hein. J'aurais beaucoup aimé avoir des ailes greffées et des paillettes dans les cheveux pour faire fait. Mais il ne faut pas penser que le jeûne, beaucoup de gens le pensent, que c'est comme une cafetière qu'on détartre, quoi. On va mettre du calgon dedans et après, elle va marcher du feu de Dieu. C'est pas du tout ça, notre organisme. Hein. Notre organisme, même quand on ne lui donne pas à manger... il travaille, mais à fond, quoi, en fait. Hein. Il y a énormément de métabolismes qui se mettent en route avec le jeûne. Donc, énormément de déchets à charrier à l'extérieur. Donc, il ne faut pas croire qu'un jeûne, ce soit reposant hein, pour l'organisme. C'est quand même quelque chose de très, très, très... qui demande beaucoup d'énergie et qui produit énormément de déchets. Donc voilà, il n'y a pas cet effet de propre à l'intérieur. Alors, c'est vrai que dans la tête, c'est ce qu'on imagine, et d'ailleurs, c'est tellement présent dans la tête qu'on peut se sentir effectivement vide, bien, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais je vous dis, il n'y a pas d'effet miracle. Et l'effet, il peut y avoir par contre un effet rebond. C'est si ce jeûne a été fait sur prescription, sans y croire vraiment, sans en avoir vraiment envie, il y a toujours l'effet rebond qui va faire qu'on va se trouver vers les Kinder. Surprise. Voilà, pas pour la surprise. Donc voilà, le jeûne, ce n'est pas forcément la solution. En revanche, le jeûne, moi je le pratique avec mes patients, alors pas des jeûnes de 3 jours hein, du tout, mais quand il faut les reconnecter avec leur sensation de faim. Quand les patients me disent « j'ai jamais faim », ok, on arrête de manger alors et on va voir ce qui se passe. Forcément qu'à un moment donné, la faim apparaît. Et ça leur permet de découvrir cette sensation qu'ils ne connaissaient absolument plus. Et en ça, c'est très intéressant. Ananda, on va passer un petit peu à vous. Donc vous militez pour l'alimentation de pleine conscience. Alors, c'est quoi déjà l'état de pleine conscience? Est-ce qu'on peut commencer par une petite définition? Alors, l'état de pleine conscience, de pleine présence, c'est si je vous dis à tous maintenant, tous nos sens sont en alerte, et tout d'un coup, vous vous dites, il va se passer quelque chose. C'est ça l'état de pleine conscience, c'est quand on s'assoit, on ne veut rien faire en particulier, mais tous nos sens sont présents. Et on commence à sentir ce qui était déjà là, mais dont on n'avait pas pris conscience jusque-là. Donc, quand on s'assoit pour méditer, c'est tout simplement s'ouvrir à cet état de présence à soi-même. Et alors, manger en pleine conscience, ça veut dire quoi concrètement? Vous avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Mais... Oui, alors ça rejoint
bien évidemment beaucoup de choses qui ont été déjà dites, mais ce que j'aime dans cette pratique, c'est qu'elle a un peu installé un protocole pour pouvoir nous initier et de redevenir un peu enfant. On a parlé de ce thermostat de l'appétit que nos enfants ont tous naturellement. Eh bien, c'est de se dire, non, manger, ça ne va pas de soi. Peut-être ça va de soi pour les bactéries, pour les araignées, pour les prédateurs, mais pour l'être humain, manger, ça ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce qu'on ne mange pas que pour survivre, on mange aussi pour le plaisir, pour la convivialité, pour réactiver des solidarités, pour dire au revoir à notre cher. Donc les deuils aussi, on s'est réunis et la nourriture est toujours au cœur de nos échanges. Sans parler aussi du fait que la nourriture est au cœur de nos échanges avec le divin quand on conçoit l'existence d'une divinité. C'est-à-dire que manger est un acte physique, culturel, peut-être spirituel, indépendamment de toute adhésion religieuse. Et j'ai oublié la question. C'est quoi manger en pleine conscience? Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir appliquer cet état d'attention que nous avons tous, qui est une qualité innée, pouvoir l'appliquer quand on passe à table. C'est-à-dire, idéalement, couper les distractions. Tablette, ordinateur, téléphone. Et c'est dire que pendant ces moments-là, il va se passer quelque chose d'absolument extraordinaire, d'absolument magique. Quelque chose qui n'est pas moi va rentrer en moi et il va le devenir. Si ce n'est pas magique, ça. Donc c'est pouvoir s'ouvrir à l'acte de manger avec une curiosité, et voilà, je retrouve mon fil, avec la curiosité d'un enfant. Qu'est-ce que fait un enfant quand on le présente pour la première fois des fraises, des petits pois? Pour le plus grand malheur des mamans et des papas, ça finit par terre, ça finit en grande exploration des scientifiques qui sont tous nos enfants, des scientifiques qui vont aller avec tous ses sens à la rencontre de cette entité, à la rencontre de cette altérité. Nos enfants, et nous avons tous commencé à découvrir le monde avec notre bouche. Et quand on a marché à quatre pattes, comme on a découvert le monde, avec le doudou à la bouche. Et donc nous sommes des grands mangeurs et nous sommes des mangeurs parfois compulsifs. Parfois on se dit qu'on mange trop compulsivement, donc on devient des mangeurs réflexifs. Régime, contrôle cognitif de notre comportement, tout ce qui a été dit. Et manger en pleine conscience nous dit, et si on pouvait devenir des mangeurs éclairés, des mangeurs libres, retrouver une vraie maturité alimentaire, trouver notre âge adulte et manger en ayant le droit, en développant et en assumant notre droit fondamental à retirer un vrai bonheur de l'alimentation. Et alors donc vous alliez le yoga et l'alimentation. Alors qu'est-ce que le yoga? Comment le yoga peut aider à retrouver ce comportement de pleine conscience? J'allie pas toujours. C'est-à-dire que pour moi, dans mon parcours de vie, les deux disciplines ont été toujours ensemble. Mais pour moi, c'est deux disciplines qui peuvent aussi se pratiquer tout à fait indépendamment l'une de l'autre. Mais c'est important de le savoir. Mais effectivement, il m'arrive avec le plus grand bonheur d'associer les deux lors d'un cours de yoga qui est clôturé par un dîner en pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on va mobiliser un état de présence au corps particulier. Cet état de présence au corps est un état d'écoute de ses sensations, de la posture, de la façon dont je respire. Ah tiens, je n'ai même pas fini de vider mes poumons, que je suis déjà en train d'inspirer. Donc on va avoir des expériences pendant la séance de yoga, et ces expériences-là peuvent éclairer, peuvent nous donner des informations précieuses sur notre façon de manger. Mais inversement aussi, notre façon de manger peut être un grand chemin de découverte de soi-même, des connaissances de soi. La façon dont je mets une bouchée après l'autre, à peine je finis de manger une bouchée, je suis déjà en train d'enfourner la suivante. Et cela peut nous aider aussi à faire du yoga. Donc c'est deux disciplines où je vois énormément de parallèles parce que le mouvement est la nourriture du corps. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'actuellement, on a plein d'applications pour ça. Finalement, on n'a pas besoin du yoga. On a des fourchettes connectées, on a des assiettes qui se mettent à vibrer et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Oui, à la différence, oui, tout à fait, exact. Mais ça, oui, si je peux me permettre. Je n'ai pas parlé jusque-là, mais là, vous n'allez pas m'arrêter.
Mais encore une fois, c'est formidable. Hein. L'autorité est encore à l'extérieur. Ça vibre, mais c'est encore à l'extérieur. C'est pas mon corps qui me dit quand. C'est, je crois, toute la différence. Mais je vous laisse. Alors moi, je connaissais pas cette histoire d'assiette qui vibre. En fait, il y a les fourchettes. C'est-à-dire que la fourchette, quand on a un mouvement trop rapide, elle se met à vibrer en disant mais là, t'as forcément pas fini ta bouchée, donc tu reposes ta fourchette. Voilà, c'est deux choses. Effectivement, il y a les deux. Je crois que l'assiette, elle est là pour. Enfin, c'est la même chose. C'est pour. Elle vibre si on mange trop vite. C'est-à-dire que si elle ressent qu'elle est vidée trop vite. Elle vibre et la fourchette, c'est aussi un petit peu pareil. Mais c'est pas du tout... Effectivement, je suis totalement d'accord. Ça n'aide pas du tout à se recentrer sur soi et sur son ressenti. C'est le papa et la maman qui disent « Attention, ne mange pas ça, attention ». C'est un peu ça, en fait. C'est vraiment une injonction en fait, de l'extérieur. Et effectivement, je ne pense pas que ça puisse être intéressant. C'est une contrainte, en fait. Au lieu d'être une prise de conscience qu'on mange trop vite. Après, il y a aussi je ne défends pas du tout les applis. Hein. C'est juste que ça se développe beaucoup. Non, mais on a aussi les applis qui calculent ce qu'on a mangé. On va courir, elles vont nous dire le nombre de calories qu'on a perdu. Moi, j'ai été interviewée par la FNAC sur les objets connectés. Et j'ai dit tout le mal que j'en pensais, sauf une phrase où j'en disais du bien. Et évidemment, ils n'ont gardé que cette phrase-là. En fait, des fois, il y a des personnes qui vraiment ne bougent pas du tout. Et le fait quand même d'avoir une appli qui compte les pas, dans certains cas, peut aider à se remettre en mouvement et un petit peu s'auto-challenger et rendre ça un petit peu ludique, de dire tiens, je vais peut-être faire un peu plus de pas qu'hier. Et de façon transitoire pour qu'après, ça devienne quelque chose de complètement naturel de bouger. Donc dans ces cas-là, moi, ça m'arrive de recommander des fois de prendre un compteur de pas pour enclencher les choses. Je ne suis pas pour les règles générales. Donc après 10 000 pas, c'est un repère en fait. Après, on ne va pas bouger pareil tous les jours. Effectivement, moi, je vois après, c'est clair qu'il y a des gens qui culpabilisent, qui disent « Ah, je ne marche pas du tout. » Mais je leur dis « Vous prenez le métro, au moins. » Déjà, quand on prend le métro, je dis « Imaginez les gens, ça m'est arrivé d'en voir, hein, qui vont de l'ascenseur à leur voiture à l'ascenseur, et là, qui font peut-être 100 pas par jour. » Donc, évidemment que ça, c'est pas assez. Enfin, moi, souvent, j'explique que, quand même, le corps, il est fait pour bouger. Et que notre corps, il n'a pas changé tant que ça depuis la préhistoire, et que, à l'époque, on courait, on marchait beaucoup, et qu'on n'est pas fait pour être assis sur une chaise toute la journée. Donc il faut... Après, le problème, c'est que comme on est devenu très, très sédentaire dans notre mode de vie, on est obligé de recréer des façons artificielles de bouger en allant dans des salles de sport, etc. Donc c'est pas une solution. Il faut essayer de trouver une façon plaisante de bouger, ne serait-ce que marcher, mais on est quand même fait pour bouger. Bon. On laisse tomber les applis. On va revenir à Ananda, ce que vous proposez, vous. Vous proposez des cycles, hein, je crois, de 9 séances en fait, d'alimentation de pleine conscience. C'est quoi une séance? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a une sorte de grain de raisin ou je sais pas. Et oui, tout part de ce petit grain de raisin. Qui a entendu déjà parler du grain de raisin? Oui, hein. C'est là on est tous tombés amoureux des grains de raisin. Et oui, en tout cas, on fait des méditations avec des petites quantités de nourriture parce qu'on ne peut pas réalistement proposer tiens, on va manger aujourd'hui en pleine conscience. Ça s'apprend et ça se réapprend. Cette nouvelle façon de se connecter à la nourriture et à son corps s'apprend. Pourquoi c'est 8 semaines en fait? C'est 8 semaines plus une séance d'intégration, mais peu importe. Il faut du temps pour que des nouvelles connexions cérébrales puissent se faire, que des nouvelles habitudes viennent remplacer les anciennes. Ça demande du temps et de l'engagement. C'est-à-dire qu'entre les séances, où effectivement on va se plonger d'abord sur la perception de la faim, pas la faim, mais les faims, parce qu'on a beaucoup parlé jusque-là de la faim comme étant une absolue et seule au monde. Mais dans ces ateliers, on apprend à distinguer jusqu'à 9 types de faim. Et donc, on commence par identifier quelle est la faim de base. Si je vous dis là, entre 0 et 10, fermez les yeux un moment et dites-vous, entre 0 et 10, quelle est l'intensité de ma faim? 7. 7. J'ai assez faim, oui. 5. Qui dit plus? Qui dit moins? Peu importe, en fait, évidemment, ce qui est important dans cette question n'est pas
le chiffre qu'on obtient à la fin, mais à quelle partie de vous-même vous êtes-vous adressé pour obtenir cette information? Le ventre? En général, le ventre, mais parfois, la montre, c'est l'heure. Parfois, on ne se rend pas compte, mais si je fais passer par ici un chariot plein de desserts, quand on dit qu'on dévore des yeux, c'est que les yeux ont faim. Et si on commence à sentir qu'on a l'eau à la bouche, c'est que la bouche a faim. Si on commence à entendre au cinéma les pop-corn ou les sodas s'ouvrir à côté, on n'a pas faim. La faim de base, mettons qu'on rentre au cinéma avec une faim de base, on ne se pose pas la question, je vous l'accorde, mais on n'a pas spécialement faim. Et puis, on entend. Donc l'oreille a faim, elle peut produire un déclenchement positif de la perception de la faim. Donc jusqu'à 9 types de faim sont reconnus pour qu'on ne se dise plus jamais « mon problème, c'est que je mange alors que je n'ai pas faim ». Si on mange, on a faim. Encore faut-il savoir de quelle partie de notre être elle provient. Donc on apprend déjà à rentrer, à se lier d'amitié avec la faim. Et donc, de semaine en semaine, on va développer des compétences pour développer cette autonomie alimentaire dont on est en train de parler. Et alors, on a vu que les régimes, ça ne marchait pas. Et vous, est-ce que vos différentes approches, elles fonctionnent? Je voulais compléter un petit peu ce que disait Florence sur les régimes. Pourquoi ça ne marche pas? Elle expliquait très bien le principe de la privation qui ne marche pas et qui fait qu'on craque. Mais il y a aussi, non seulement ça ne marche pas, mais les régimes font grossir. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe quand on se met en mode privation? C'est que le corps, il va s'habituer aussi à cette privation. Donc après, quand on va remanger, il va stocker davantage ce qu'on lui donne à manger. C'est pour ça que ce qu'on appelle le yo-yo, c'est qu'au fur et à mesure des régimes, le corps, il s'habitue à avoir des besoins de plus en plus petits. Et du coup, on lui donne trop et on stocke de plus en plus. Et on a de plus en plus de mal à mincir. Donc il y a vraiment aussi une raison physiologique qui est que le corps, non seulement la tête n'aime pas la privation, mais le corps non plus n'aime pas la privation. Donc je repose ma question avec votre approche qui est assez partagée de l'alimentation en pleine conscience. C'est quand même ce qui vous réunit toutes les trois. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez vu vraiment des patients qui étaient dans leur cage de hamster depuis 10 ans et puis qui ont réussi à s'en extraire? Moi j'en vois beaucoup parce que je suis assez présente, mon approche elle est assez présente sur mon site, sur Internet. Donc très très majoritairement, les personnes qui viennent me voir ont fait beaucoup de régimes. Il y a assez peu de personnes qui viennent et qui n'ont jamais fait de régime de leur vie. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc, mais du coup, il y a quand même souvent cette idée de magie. J'arrête les régimes et tout va changer du jour au lendemain. Donc je dirais que souvent, je leur explique que la chose la plus importante, c'est de persévérer. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à changer sa façon de manger, à faire la paix avec la nourriture, à retrouver cette liberté ou cette maturité alimentaire. Mais ça peut prendre du temps parce qu'il y a plein d'habitudes et de croyances à détricoter et autre chose à retricoter. Donc parfois, une fois j'ai eu une patiente qui avait 60 ans, elle faisait des régimes depuis l'âge de 8 ans, 52 ans de régime. Donc évidemment qu'on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Mais donc il y a vraiment des choses à changer. Donc en retravaillant sur les sensations, en retravaillant sur les idées reçues qu'on a sur les aliments, c'est-à-dire réaccepter de manger de tout et de ne pas avoir peur de manger du chocolat ou des pâtes, en travaillant sur aussi tout ce qui fait manger, l'aspect émotionnel qui fait manger. C'est un petit peu une approche globale. Et si on a une relation très compliquée avec la nourriture, ça peut prendre du temps. Il y a des gens, ça arrive de temps en temps, qui ont un déclic. Et je me rappelle d'un monsieur qui était venu me voir, qui grignotait beaucoup devant la télé, justement. Et je lui dis, il faut essayer de manger quand vous avez faim, essayer d'observer votre faim et tout. Il est revenu 3 semaines après, il avait perdu 6 kilos parce qu'il mangeait quand il avait faim. Mais c'est rare que ce soit aussi simple. Florence, tu veux dire quelque chose? Oui, et puis c'est pas simple parce que ça vient pas seulement de la privation des régimes, ça vient aussi de nos parents, de nos grands-parents. On a parlé du système d'éducation clairement, mais aussi tout ce qui se dit pas, tout ce que... moi, par exemple, mes parents ont connu la guerre. Clairement, j'ai été élevée d'une façon particulière avec dans un coin de ma tête, même si ça n'a jamais été exprimé, la peur de manquer,
la peur de manquer, l'esprit de faire des réserves, voilà. Donc ça aussi, il faut le déprogrammer. C'est-à-dire que c'est pas seulement nous, il y a tout un bagage qu'on peut transporter de nos ascendants en fait. Et c'est extraordinaire. Tu disais tout à l'heure, est-ce que ça marche ? En tant que thérapeute, je trouve ça extraordinaire quand un patient dit vous savez, j'étais au restaurant, j'ai mangé des coquilles Saint-Jacques et c'était très bon, hein, c'était très très bon. Et puis je me suis dit mais j'ai plus envie de manger, donc je vais laisser. Et puis je vais prendre quand même un dessert parce que j'ai envie de sucrer. Et là, pour moi, c'est gagné. C'est la conscience que même si c'est super bon, même si on sait qu'on aime ça, il y a un moment donné, au bout de 3, 4, 5, 8 bouchées, il n'y a plus de plaisir. Le seul plaisir qu'on peut éprouver, c'est le fait de se dire « oui, je sais que j'aime ça », mais il n'y a plus de plaisir vraiment alimentaire. Et quand les gens s'aperçoivent qu'ils ont en eux les outils pour se dire « stop », c'est genre, ils sont les rois du pétrole, quoi. C'est génial de voir, de se rendre compte qu'on n'est plus dans le contrôle, qu'on est dans la sensation, en fait. Merci. Je vous propose qu'on passe aux questions dans la salle, si vous en avez. Mais je suis sûre que vous en avez. Il y a un micro qui circule. Merci. Moi, j'ai une réflexion et une question. Réflexion, c'est que je suis allée voir un naturopathe, je suis allée voir une diététicienne. Ils ne sont pas d'accord sur tout, notamment le fruit. Le naturopathe dit qu'on le mange en dehors du repas. La diététicienne dit qu'on le mange après le repas. Lui dit de ne pas manger de laitage. Elle dit qu'il faut des laitages. Donc, j'ai vu aussi que le site du ministère de je ne sais plus quoi a donné un nouveau régime, la santé, je crois. Ils ont donné un nouveau régime. Après les 5 fruits et les 5 légumes, ils ont parlé des légumineuses pour baisser la viande et le poisson. Donc ça, c'était ma première réflexion. C'est-à-dire que nous, en fait, nous sommes un peu... Bon, il y a les régimes dans les magazines, mais il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles. Bon, et là, quand je vous entends, je me dis, mais alors, je vais manger quand j'ai faim. C'est-à-dire, si je vois un gâteau dans une boulangerie, je suis très gourmande, je vais m'acheter un gâteau, je vais comme les singes, je vais manger un bout, je vais jeter le reste. Après, je vais aller au restaurant à midi avec des collègues, je vais commander un repas, je vais en laisser. Je veux dire, en même temps, moi, j'ai lu que... puis je me suis intéressée aussi à la cuisine végétarienne, donc j'ai commencé à découvrir les épices, dont je me régale parce que j'adore la cuisine indienne, mais c'est une autre façon de manger. Donc je me dis, est-ce que c'est bon pour le corps de changer comme ça aussi violemment ? Parce que quand on passe du régime naturopathe après on change, même si on ne fait pas de régime comme au sens où vous l'entendez, ce sont des façons différentes de se nourrir. Et là, j'ai l'impression que vous proposez encore une autre façon de se nourrir, à savoir manger à satiété, mais quand on a faim, alors que j'ai lu, ah oui, c'est ça que je voulais ajouter, après j'ai fini, que manger régulièrement, ça empêche de vieillir. C'est-à-dire que il y a une chronobiologie où on doit essayer de manger à heure fixe. Et là, j'ai l'impression que vous dites manger quand vous avez faim, manger toutes les 10 minutes. Voilà, est-ce que je peux apporter quelques réponses peut-être à ce que vous dites ? Le fait d'abord de manger quand on a faim n'est ni anarchique ni du gaspillage. C'est apprendre à se connaître et à connaître ses besoins aussi. Donc il peut y avoir une phase, moi je parle souvent à mes patients d'une phase expérimentale où on va peut-être un petit peu tâtonner pour retrouver ses sensations, mais après, quand on mange quand on a faim et qu'on s'arrête quand on n'a plus faim, eh ben, on a faim à peu près toujours au même moment et on peut, après si on a des contraintes, réapprendre aussi à avoir faim au bon moment, c'est-à-dire par exemple gérer son petit déjeuner pour avoir faim à l'heure où on a envie d'aller déjeuner avec les collègues ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment justement le fait d'avoir... Il y a évidemment des jours où on a un peu plus faim, des jours où on a moins faim parce qu'on a trop mangé, mais le fait de manger quand on a faim impose plutôt un rythme assez régulier. La deuxième chose, c'est que justement quand on connaît
petit à petit, en ayant expérimenté, on connaît son appétit, on essaye de gérer les choses en amont pour pas gaspiller, donc de préparer la bonne quantité ou se servir la bonne quantité ou choisir un plat qui correspond à son appétit au restaurant. Moi, j'ai beaucoup milité sur mon blog depuis 4-5 ans avant que ce soit la mode sur le doggy bag, de dire aussi au restaurant, on peut oser demander à emporter et pas avoir peur de le faire. Mais du coup, moi, je vois bien avec mes patients que par le choix, par la préparation, par le congélateur, par le fait de partager aussi au restaurant, en fait, ils gaspillent. Après, moi, je travaille aussi beaucoup sur l'organisation. Finalement, ils gaspillent extrêmement peu. Dernière chose par rapport aux fruits. Je crois qu'on a bien dit toutes les trois que le plus important, c'était de s'écouter. Et donc, beaucoup plus s'écouter que écouter ce qu'on dit. Et donc, par rapport aux fruits, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que chez certaines personnes, mais évidemment, mais pas tout le monde, effectivement, il y a un processus, quand on mange des fruits à la fin du repas, de fermentation des sucres du fruit, et du coup, on va se sentir ballonné. C'est pour ça que beaucoup de personnes recommandent de ne pas manger de fruits à la fin du repas. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent tout à fait manger des fruits à la fin du repas sans problème. À l'inverse, il y a des personnes qui ont une sensibilité plus ou moins forte au sucre des fruits, et qui parfois, quand elles mangent un fruit complètement en dehors des repas, vont avoir une espèce de hausse de sucre et puis un peu une espèce d'hypoglycémie en réaction après, et vont sentir qu'elles ont encore plus faim après qu'avant. Donc ces personnes-là, elles ont plutôt pas trop intérêt à manger les fruits enfin des repas. Donc c'est vraiment pour moi les deux choses essentielles, c'est l'écoute de soi et l'expérimentation. Et encore une fois, alors on parlait de naturopathes, de diététiciennes qui sont a priori des gens sérieux, mais toujours se méfier des gens qui ont une solution. À mon avis, un bon thérapeute alimentaire, c'est celui qui va écouter ce que vous allez lui dire et qui va en tirer des choses. C'est pas un thérapeute qui va vous donner la solution toute prête. Je sais pas si je peux me permettre d'ajouter une petite chose aussi. Ce que j'ai découvert dans la méthode de Mindful Eating, qui est celle que je pratique et j'enseigne à Paris, manger en pleine conscience n'est pas un régime de plus. Je pense que c'est très dangereux parce que je vois très bien qu'une des choses sur lesquelles je mets en garde mes participants, c'est attention, n'en faites pas encore un idéal de comment il faut manger. Parce qu'on rentre à nouveau dans le cycle ou les cercles vicieux du contrôle. Quand tout gravite autour du contrôle, et maintenant on m'a dit qu'il faut que je mange en pleine conscience. c'est pas. Donc c'est important de se dire qu'on est dans un changement radical des perspectives et qu'on est justement, parce que c'est un changement radical des perspectives, même la question de ça marche pas ne se pose plus à un moment donné. Moi, les plus beaux témoignages que j'ai eus, c'est des personnes qui m'ont dit « Maintenant, je n'ai plus peur. Maintenant, je me fais confiance. » Et les yeux qui pétillent, c'est pour moi la plus belle récompense. Ce n'est pas « Tiens, j'ai perdu ça, j'ai perdu la peur. » Commençons par ça et le reste viendra si on met de son propre temps et de son énergie dans ces changements. Parce que c'est un changement que, étant donné qu'on a accepter de placer l'autorité à l'intérieur du corps et non pas à l'extérieur, le changement qui va venir dès l'intérieur. Et alors, une fois pour toutes, de façon durable. Mais c'est un changement radical de façon de rentrer en relation avec... c'est complètement sortir des conditionnements, des automatismes, de ce monologue intérieur qui nous parasite. Mais c'était très vrai ce que disait Florence tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut passer par une phase où effectivement on fait attention à ce qu'on fait, on remet de la conscience. Et effectivement, des personnes, des fois après, au deuxième rendez-vous, me disent « Mais oui, mais finalement, j'ai pensé à la nourriture toute la journée. » Alors que le but, c'est de plus y penser. Mais je dis « Mais il faut passer par cette phase-là pour pouvoir se déconditionner et retrouver une façon beaucoup plus intuitive de manger. » L'équilibre, il se fait dans la durée. C'est-à-dire que là aussi, il s'agit de reprendre confiance en soi et d'essayer, souvent je dis, d'essayer de manger le plus varié possible, et le plaisir gustatif incite à manger varié. J'ai repris dans mon livre une citation d'une patiente qui disait « Depuis que j'ai le droit de manger des frites, j'ai envie de brocoli. » C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'autorise de manger de tout,
finalement, on se rend compte qu'on a envie de manger de tout et qu'on ne va pas forcément se gaver que des aliments les plus riches. Tout à fait. C'est se rendre compte que, en fait, on aime le chocolat, mais qu'on n'en mangerait pas tout le temps. Moi, je vais faire un exercice à mes patients qui me disent « moi, de toute façon, mon aliment préféré, c'est le chocolat, et j'aime que le chocolat. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. » Et je leur dis « ok, on va manger du chocolat, alors. » Et donc, je leur dis à chaque fois que vous avez faim, vous mangez du chocolat. Et je vous assure qu'au bout d'une demi-journée, 2 jours, pour les plus résistants, c'est ah ben non, mais là, j'ai envie de carottes râpées, là. Hein. Donc voilà, on se fait tous... En fait, on a souvent une très mauvaise image de nous. On a l'impression que si on a plein de choses sur la table, on va tout dévorer. Ben non, on peut choisir aussi. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure au niveau du gaspillage, moi je voudrais revenir quand même sur un truc qui est très choquant et je m'en excuse, mais quand vous dites je vais manger, je vais finir pour pas gaspiller, mais est-ce que ce n'est pas gaspiller de donner à votre corps en fait ce dont il n'a pas besoin et qu'il ne réclame pas? Moi je préfère jeter dans une poubelle quand mon corps n'en a pas besoin plutôt que de jeter dans mon corps. Et c'est violent, hein, le parallèle avec la poubelle. J'en ai tout à fait conscience, mais c'est un petit peu ça. Pas gâcher, mais on gâche de toute façon, parce que notre corps, il n'en avait pas besoin. Donc repousser son assiette, ça peut être génial. Parce que quand on est au resto, imaginez, je reviens sur le doggy bag, on mange un truc super bon, mais là, la moitié de l'assiette, on n'a plus faim. Et le truc, c'est de se dire, je vais prendre un doggy bag, et demain, je pourrai encore me régaler, quand j'aurai faim. Ça fait plusieurs mois maintenant que je me suis effectivement que j'ai approché la pleine conscience. Je travaille avec un psychiatre depuis 2 ans et demi, donc sur le rapport avec la nourriture, avec une nutritionniste qui pratique la pleine conscience aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai acheté un livre dans un salon de yoga qu'Ananda vendait, qui m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Et c'était assez impressionnant parce que je venais de rencontrer ma nutritionniste la semaine d'avant et je ne savais pas du tout que c'était la méthode qu'elle pratiquait. Donc je me dis que dans la vie, à un certain moment, il y a des révélations. Moi, mon premier régime date de mes 10 ans. Donc j'ai fait tous les régimes possibles, imaginables, donc avec des résultats qui étaient impressionnants. J'ai perdu jusqu'à 35 kilos. J'ai tout repris et toujours avec un bonus. Et la dernière fois, je me suis dit que je ne voulais plus rentrer dans ce cercle vicieux. Donc ça fait 2 ans et demi que mon poids est stable et qui commence à descendre petit à petit. Mais je suis vraiment en train de changer effectivement mon rapport avec la nourriture. Et je me rends compte effectivement, alors c'est pas gagné, parce que c'est loin d'être gagné, mais il y a des réflexes qui commencent à se mettre en place. Et justement, le fait de... La première chose qui m'a posé comme question ma nutritionniste, c'était « Mais est-ce que vous mangez quand vous avez faim ?» Et mais ce qu'elle regardait mon carnet alimentaire que je tiens tous les jours, elle me dit « Mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez tout le temps faim, vous mangez tout le temps. » Parce que au début, tout le monde dit il faut faire une collation le matin, il faut prendre un petit... Elle me dit, mais à quelle heure vous prenez votre petit déjeuner? Je dis, je me lève très tôt, donc je le prends à 7 heures du matin. Elle me dit, mais est-ce que vous avez faim à 7 heures du matin? Non. On a changé juste ça. C'est-à-dire que je me suis organisée, j'ai amené toutes les choses pour prendre mon petit déjeuner au travail. Donc déjà, juste en enlevant cet cas, dans les 2 semaines qui suivaient, j'avais perdu 3 kilos. C'est tout bête, mais effectivement, j'ai commencé à m'écouter, me dire, non, à ce moment-là de la journée, je n'ai pas encore faim. Donc, je prends mon petit déjeuner, j'attends d'avoir vraiment faim. Et ça, effectivement, ça me permet de ne plus grignoter dans la matinée. Et maintenant, je me rends compte que même l'après-midi, je n'ai pas forcément besoin de manger. Donc, c'est un long travail, mais je peux vous dire qu'effectivement, ça en vaut la peine. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment très important, votre témoignage, parce que le petit déjeuner, notamment, et moi je vois ça avec mes patients, le petit déjeuner, alors c'est vraiment l'exemple typique du truc, il faut prendre un petit déjeuner parce qu'il faut beaucoup manger au petit déjeuner, moyennement à midi et pas du tout le soir. Enfin, il y a une... mais non, qui a dit ça? Pourquoi ça serait comme ça? Bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas faim au petit déjeuner, il y a des gens qui ont très faim au dîner, il y a des gens qui n'ont pas faim du tout à midi.
et il faut faire en fonction de tout ça. Bien sûr que si vous mangiez un petit déjeuner, c'était du plus. On ne peut pas manger par anticipation. Ce n'est pas parce qu'on va manger au petit déjeuner beaucoup qu'on aura moins faim à midi, pas forcément. Par contre, vous aviez faim à 10h, vous prenez une collation et donc ça vous permet de réguler votre repas du midi. Et ça, c'est génial parce que votre nutritionniste, elle a su vous dire, bon, alors, comment vous faites et comment on pourrait faire autrement. Et pareil, après je redonne le micro, c'était le fait de vraiment apprendre à m'écouter parce que c'est quelque chose que j'avais oublié. Bon, j'ai 50 ans, donc premier régime à 10 ans, donc je suis presque dans le cas de la personne dont vous parliez tout à l'heure. Donc j'ai commencé vraiment à m'écouter plus. Alors pareil, c'est pas tous les jours, mais je me rends compte effectivement qu'une chose que je faisais jamais auparavant, c'est maintenant au restaurant, je m'arrête quand j'ai plus faim et je fais un doggy bag, justement ce que vous disiez. Je le fais systématiquement maintenant. Et je me rends compte aussi que quand je mange trop parce qu'il y a des occasions festives, etc., je ne suis pas bien. Et c'est tout bête, mais si je m'écoute, effectivement, mon corps il me dit qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, tout simplement. Mais c'est bon, c'est un long chemin et qui n'est pas gagné. Est-ce que ça vous a fait vous écouter sur d'autres points ? Parce que c'est ça, c'est ce que tu disais, Amanda. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'en fait, par le biais de l'alimentation, j'ai commencé à pratiquer la méditation, je pratique du yoga aussi, donc c'est arrivé, tous les chemins se sont un petit peu croisés. Et moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, donc si on m'avait dit qu'il y a 2-3 ans que je pouvais pratiquer du yoga, j'aurais rigolé au nez parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger. Donc, et au contraire, c'est quelque chose qui m'a aidé énormément à me recentrer sur moi et à m'écouter. Parce que je me rends compte effectivement que je ne m'écoutais pas du tout. Donc merci parce que tout ce que vous avez dit, c'est quelque chose effectivement que je vis au quotidien et je trouve vraiment... Moi, je sais que je suis sortie de la première séance avec ma nutritionniste en disant « Mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant ?» Pourquoi toute ma vie, je suis tombée sur des personnes qui m'ont prescrit des régimes et qui n'ont jamais essayé de comprendre. C'est compliqué ça. Moi, j'essaye mais c'est très difficile d'agir auprès des adolescentes parce qu'il y a tellement d'obsessions d'un certain type de corps. Mais de dire ne commencez pas le premier régime parce que c'est le début d'un terrible engrenage. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faudrait agir, de ne pas commencer parce qu'on commence un premier régime parce qu'on a peut-être 2 kilos à perdre par rapport à une silhouette dont on rêve, et puis on en reprend 4, et puis on rentre dans cette spirale. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours cette espèce de magie, que toujours le prochain sera le bon, et qu'il faut en avoir connu beaucoup pour arrêter. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on se pourrit quand même beaucoup la vie avec ça. Pardon, je voudrais juste dire quand même quelque chose sur le fait de ne pas manger par anticipation, d'attendre d'avoir faim. Moi, je crois qu'il y a un mot qui est très... Je me suis rendu compte qu'il y a un mot que j'avais oublié dans mon livre, qui est la souplesse. Et la souplesse, ça me paraît très, très important pour que cette façon de manger ne devienne pas quelque chose de rigide. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y a des moments où on mange sans avoir faim, et puis on régule après coup, parce que des fois, on est obligé, on n'a pas le choix. Et parfois, par rapport à cette question du petit déjeuner, moi, effectivement, je travaille avec les personnes sur le fait de voir quand est-ce qu'elles ont vraiment faim. Et puis, il y a des personnes qui ont faim à 9h du matin, à 10h du matin. Et après, je leur dis, voyez ce que vous pouvez faire. Est-ce que c'est mieux pour vous de manger quand vous avez faim au boulot en apportant quelque chose? Ou est-ce que c'est quand même plus pratique pour vous de manger en famille le matin? Ok, vous n'avez pas très faim, mais vous savez que vous aurez besoin de manger ça. Ou des fois de manger en 2 temps, etc. Il faut trouver son bon rythme et sa bonne façon de manger, mais pas être obsédé par le fait qu'il faut absolument manger quand on a faim de façon rigoureuse dans 100% des cas. Ce que je voulais vous dire aussi, et c'est vrai qu'on a souvent ce retour de nos patients, nous dire, comme si on avait, comme s'il y avait une révélation, et moi j'ai toujours peur de ce côté un peu, parce qu'on rejoint un peu le miracle. Ce qu'il faut vous dire, c'est que votre diète, votre nutritionniste, elle n'a fait que vous donner les outils, mais le boulot, c'est vous qui le faites. Mais je pense aussi qu'il faut être passé par pas mal de choses pour arriver là. Ouais. Probablement, il y a 2 ans, j'aurais pas été prête non plus. Ah, mais donc, tout à fait. Voilà, c'est ça aussi. C'est qu'il faut faire, je pense, un certain chemin pour arriver à accepter ça. Donc, c'est pas toujours facile parce que c'est pas immédiat non plus. C'est ça. Mais nous, moi, il m'arrive de recevoir des gens en première consultation, on parle, tout ça, et en fait, je les revois plus. Et il m'arrive de les revoir 3-4 ans plus tard en me disant, en fait, après vous, j'ai fait un régime parce que je me suis dit, c'est quand même pas possible de ne pas réussir
à ce que je veux. Et puis ça a cheminé et je me suis rendu compte que effectivement, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je prenne soin de moi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi, je me demandais, parce qu'on a beaucoup parlé vous parliez quand même des comportements alimentaires un peu impulsifs où justement, du coup, on mange pas quand on a faim parce qu'il y a un truc, on sait pas trop d'où ça vient et ça influence notre manière de nous alimenter. Est-ce que vous travaillez aussi du coup sur tout ce qui est émotionnel et qui peut être lié à l'influence de notre comportement alimentaire? J'en disais un mot tout à l'heure, mais j'ai pas développé. Effectivement, une fois qu'on a en fait travaillé à retrouver ces sensations de faim, j'ai faim, je mange, je m'arrête de manger quand j'ai plus faim, on se rend compte qu'il y a des fois plein de moments où on mange pour d'autres raisons, et du coup on essaye de décortiquer ça, voir si c'est juste des habitudes horaires, voir si c'est des réflexes, voir si c'est de l'ennui, de la fatigue ou une compensation. Et moi, chez certains de mes patients, la nourriture joue vraiment un rôle de réconfort, d'anesthésiant, de compensation, d'apaisement, et donc là le travail, disons, de pleine conscience, le travail qui est lié à la méditation, c'est-à-dire le travail d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi est très important, parce qu'en fait, souvent, on mange parce qu'on ne veut pas ressentir quelque chose qui est jugé très pénible. Et donc, si on travaille à ce que j'appelle développer sa tolérance émotionnelle, c'est-à-dire se rendre compte qu'on ressent des choses des fois qui sont désagréables, c'est-à-dire quand on est en colère ou angoissé, c'est très désagréable à ressentir, mais c'est peut-être pas insupportable. Et donc petit à petit, en étant vraiment dans l'écoute de son ressenti corporel, on arrive à mieux accueillir ses émotions, mieux accueillir ses pensées, et du coup avoir moins besoin de la nourriture dans ces moments-là. On va peut-être prendre... Oui, allez-y Ananda, puis si après... j'ai le temps, oui, bien sûr. En tout cas, je pense qu'il est très important, je reviens à cette notion de pluralité des faims. La faim n'est qu'une perception d'un manque et qu'elle peut provenir des différentes parties de nous-mêmes. Et qu'il faut reconnaître que parfois, c'est notre cœur qui a faim. Et la faim du cœur, il faut aussi pouvoir la nourrir. Et je trouve... que la faim de l'estomac, même si tout le monde a dit la faim de base, je m'adresse à l'estomac pour obtenir cette information, il n'est pas si facile que ça de savoir quand l'estomac est vraiment rassasié. Parce qu'il y a énormément de facteurs qui viennent parasiter la perception de la faim de l'estomac, notamment la faim du cœur. Vous savez, quand on est tous... moi, j'ouvre le frigo, je finis de manger, mais j'ouvre le frigo encore et le regard dans le vide, je cherche vaguement quelque chose. C'est typiquement la faim du cœur. Et si j'avais plutôt envie de juste me poser, d'appeler un ami, d'écrire, de lire, d'écouter de la musique, de nourrir d'autres parties de moi. Mais avant tout, c'est de reconnaître qu'on a une faim émotionnelle et que plutôt que de manger ses émotions, il est peut-être intéressant de commencer à manger avec émotion. Avec émotion, j'entends par là commencer à passer du plaisir, parce qu'on a parlé beaucoup du plaisir, mais je pense pas, je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je pense pas que ça soit tant le plaisir de manger que l'on convoque quand on mange en pleine conscience, que le bonheur de manger. Le plaisir, c'est comme la brise du printemps. On sent le matin, on sort de chez soi et on la sent, mais elle est là, et on continue à manger à toute allure. Le bonheur, c'est quand on prend conscience de la portée de cette brise. Le printemps est là, les oiseaux chantent, et on commence à s'ouvrir à la joie simple de ce moment, du moment présent. Donc c'est pas tant le plaisir que le bonheur, et toute la différence est là, la prise de conscience du plaisir et le bonheur. Donc plus que le plaisir de manger, qui est un plaisir immédiat, dont on a le droit, on a tous le droit, mais le bonheur, c'est quand on rend conscience ce plaisir. Et là, on nourrit aussi le cœur. Je crois que c'est bien pour terminer. Alors, merci beaucoup à toutes les trois, c'était très intéressant. Je donne les informations pratiques, comme ça après on se met au yoga et puis vous partez sans nous dire au revoir, vous voulez aller. Donc nous on se retrouve ici le 19 juin. Notre prochain rendez-vous, le thème ce sera des plantes dans l'assiette ou comment se soigner dans les champs.
Et donc, pour terminer, je vais demander à Jessica... Je voulais juste dire que j'ai amené quelques livres, s'il y a des personnes qui sont intéressées à, voilà. le feuilleter. Après la séance, voilà, Ariane pourra les dédicacer. Et donc, Jessica et Jeanne vont nous présenter un peu YoBureau. Et puis, si vous êtes prêts, on va... 10 minutes. Marche-tu? Oui. 10 petites minutes avant de vous laisser, pour justement peut-être vous proposer de découvrir un petit peu, de faire balader votre attention à l'intérieur de vos corps, pour pouvoir expérimenter ce qu'on vous a proposé aujourd'hui. Bonjour. Donc avant de passer la parole à Jessica qui va s'occuper de vous détendre et de mettre en pratique toutes ces belles émotions, ces belles images et ces essentielles images surtout, je vous présente très rapidement notre entreprise qui s'appelle YoBureau, que j'ai créée pour répondre aux besoins de bien-être dans la sphère professionnelle de tout le monde. Puisque vous parliez tout à l'heure de sédentarité dont on souffre de plus en plus au travail et dans notre quotidien. Cette sédentarité derrière l'ordinateur pour beaucoup. Et donc avec YoBureau, plus concrètement, ce sont des professionnels principalement de yoga, sophrologie, puisque Julia Borto est présente aussi ici, qui intervient avec nous, et de méditation qui régulièrement interviennent dans les entreprises, petites, moyennes ou grosses, et leur permettent régulièrement, de manière hebdomadaire ou mensuelle, de prendre une pause. Et c'est vraiment cette pause que YoBureau offre à tout le monde, une pause essentielle pour le corps. Jessica, c'est à toi. Pardon. Ok, on va vous donner un bref aperçu de ce qu'on propose du coup à midi ou le soir en yoga au bureau, puisqu'on propose des séances de yoga sur chaise. Donc voilà, vous allez être sur votre chaise et simplement prendre 10 minutes, un quart d'heure avec moi pour vous reconnecter un petit peu avec vous-même. Alors pour commencer, je vais vous demander de poser toutes les choses que vous avez dans les mains, au sol, pour pouvoir vous libérer un petit peu de tout ça. Voilà. Et puis vous allez vous asseoir à l'avant de votre chaise. Pour commencer, voilà. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, c'est moins facile sur les tabourets, hein, mais bon, on y arrive aussi. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, effectivement. Et on va bientôt fermer les yeux. Mais avant, on va juste réveiller un tout petit peu les épaules. Et vous allez rouler les épaules en arrière et vers le bas. 2 fois comme ça. Et on va le faire vers l'avant dans l'autre sens. Ok, 2 fois. Et une dernière fois, inspirez, montez les épaules. Et expirez, laissez-les descendre à l'arrière. Et déposez vos 2 mains sur vos cuisses, dans le sens dans lequel vous le souhaitez. Ok. Et on va fermer les yeux. Fermez les yeux pour simplement porter votre attention sur votre souffle, sur l'air qui entre à l'intérieur de votre corps et l'air qui en ressort. Essayez de prendre conscience du trajet de l'air tout à l'intérieur de votre corps depuis ses narines, remplir vos poumons. Où est-ce que va se placer cet air? Est-ce que c'est le haut de votre thorax qui se gonfle? Ou est-ce que c'est plutôt votre ventre qui se détend, qui se gonfle? Voilà. Simplement, sans jugement, simplement en observant. Ce qu'on vous a proposé au long de ce rendez-vous, c'est d'être à l'écoute de vous. Et ce qu'on va faire là simplement, c'est de se tourner à l'intérieur de soi et de faire promener votre attention sur vos sensations, sur votre corps. Comment vous placez?
Et cette respiration, vous allez essayer de l'approfondir un petit peu. De prendre une profonde inspiration. Une petite suspension respiratoire à la fin de votre inspiration. Et une profonde expiration pour relâcher, avec le nez ou avec la bouche si vous en avez besoin, pour relâcher la bouche. Typiquement, relâchez les muscles de votre visage et relâchez vos mâchoires, qui bien souvent, tout au cours de la journée, se crispent et cristallisent énormément d'émotions. Les mâchoires, c'est celles qui nous proposent de manger aussi. Ici, on les relâche, on les détend, comme si la mâchoire inférieure se décrochait de la mâchoire supérieure, qu'elle allait simplement se relâcher. Vous allez déposer vos deux mains sur votre ventre et on va guider l'inspiration pour pouvoir avoir une respiration plus tranquille. Plus la respiration est tranquille, plus elle est basse dans notre corps. Plus votre respiration est tranquille, plus votre ventre va se gonfler à l'inspire. On va essayer de le forcer juste un petit peu pour voir ce que ça donne. Lorsque vous allez prendre une grande inspiration, et votre ventre se dilate sous vos mains. Petite suspension et à l'expiration, vous laisserez votre ventre rentrer comme si vous l'aspiriez vers votre colonne vertébrale. Et encore une fois, inspirez grand. Dilatez votre ventre. Et à l'expiration, laissez votre nombril rentrer. Super. Encore une troisième fois. Grande inspire. Doucement expirez. Et revenez à votre respiration normale, avec votre ventre de plus en plus détendu. Vous pourrez faire la même chose sur les côtes, en plaçant vos deux mains de chaque côté de vos côtes. Ici. Voilà. Et vous allez à l'inspiration essayer d'ouvrir votre cage thoracique. Exactement comme ça. Prendre une grande inspire, légère suspension et à l'expiration, elle se rentre, votre ventre l'accompagne et vos côtes se rétractent. Super. Inspirez encore une fois. Expirez. Ici. Une dernière fois, grande inspire. Expirez. Okay. Vous allez pouvoir relâcher vos mains sur vos cuisses et redéposer votre dos sur le dossier de votre chaise. Vous restez ici si vous voulez, comme ça, comme si vous étiez un petit peu plus détendu sur votre dossier. Voilà. Toujours avec les yeux fermés éventuellement. Vous avez peut-être maintenant une meilleure idée, ou certains d'entre vous l'avez déjà, de comment simplement rentrer en contact avec vous-même. De comment rentrer en contact avec vos émotions, avec vos sensations, avec l'intérieur de votre corps, si votre regard était tourné vers l'intérieur, vers ce qu'il s'y passe, vers ce qu'il vous demande, et lui répondre avec la respiration. Vous oxygénez, c'est la première des nourritures. Expirer, c'est la première des détox. À présent, vous allez promener votre conscience sur les 5 sens, comme on en a parlé tout à l'heure. Pour commencer, votre nez et votre odorat. Simplement, portez votre attention sur votre nez et sur les informations que vient de vous donner votre odorat à présent. La qualité de l'air qui vous entoure. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça sent bon? Ou est-ce que vous voudriez une autre odeur? Je vous laisse quelques inspirations avec vous-même.
À présent, vous allez déplacer votre attention, venir la placer simplement sur votre oui, sur vos oreilles, comme si vous aviez 2 grands pavillons qui écoutaient l'atmosphère de cette pièce. Petit à petit, vous pouvez trouver plus de détails. Est-ce que vous arrivez à mettre des noms, des mots, des adjectifs sur ce que vous entendez, ce que vous écoutez, ce que vous ressentez? Et maintenant, vous allez descendre votre attention vers le sens du toucher. A priori, cette attention pour vous va être placée au niveau de vos mains, puisque ça va être la première chose à laquelle on pense. Mais la peau est notre organe sensoriel le plus important. Notre corps entier est fait de cette peau qui est sensible à des milliards de choses, des milliards d'informations qu'il capte à longueur de temps. Ça peut être au niveau de vos mains, au niveau de votre peau sous vos habits, au niveau de votre visage, au niveau de la peau de votre crâne, sous la plante de vos pieds, à l'intérieur de vos chaussures. Toujours connecté à votre respiration, à l'intérieur de vous-même, cette machine qui vous porte tout au long de votre vie. Nous allons recentrer ces sensations vers la bouche. Quelle information vous propose votre bouche à l'instant présent? Est-ce que c'est à elle qu'il faut que vous demandiez si vous avez faim, par exemple? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que vous lui offrirez lorsque vous aurez faim? Qu'est-ce qui s'associe avec le sens du goût pour vous? La notion de plaisir, la notion de douceur. Quelle est l'association qui est faite en vous avec la notion de goût? Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et préparez-vous doucement à ouvrir les yeux et les déposer peut-être simplement votre regard devant vous, sur vos cuisses, en douceur. Petit à petit, réveillez votre regard et reprenez contact avec ce dernier sens dont on va parler, la vue. Qu'est-ce qu'il vous offre? Ce spectacle de l'extérieur. Vous êtes repassé vers le monde extérieur, mais avec le contact que vous avez toujours avec vous. Et pour ça,
On va vous remettre en mouvement pour pas que vous vous endormiez avant de retourner au buffet. Et simplement, comme à la fin d'un Shavasana, qui est la dernière posture qu'on fait dans un cours de yoga, vous allez reprendre contact avec les extrémités de votre corps, les mobiliser petit à petit, vos pieds et vos mains. Voilà. Commencez à bouger vos jambes et vos bras et offrir à votre corps tous les mouvements dont il a besoin. Vous venez de l'écouter, oh, vous avez besoin de vous étirer, de bâiller encore, de faire encore des ronds. Tout ce dont vous avez besoin, tout est permis. Au contraire, autorisez-vous. Prenez votre temps pour réveiller ce corps après cette petite méditation des 5 sens. Et je vais vous offrir un petit truc pour vraiment vous réveiller, en toute occasion, si jamais vous avez besoin. C'est un mini massage des oreilles. Un mini massage des oreilles. Alors pour moi, je fais un petit escargot avec mon index et je vais faire une pince avec le pouce. Vous pourrez le faire avec les deux en même temps si vous voulez. Moi, je peux le faire qu'avec un parce que j'ai le micro. Donc vous allez attraper, oui c'est ça, votre oreille devant avec le petit escargot et placer votre pouce derrière. Ok ? Comme ça va faire une petite pince qui va venir serrer votre oreille. Et sur une inspiration, vous allez presser votre oreille et la tirer vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et relâcher. Faites-le avec les deux si vous voulez en même temps. On va faire 3 fois. Inspirez grand, pressez. Tirez tout le bord de l'oreille. Oui, ça tire un petit peu. Et on relâche. Et encore une fois. Et vous avez réénergisé tout votre corps grâce au circuit de l'oreille. Merci à vous de votre attention, de votre écoute. Merci beaucoup pour rester là encore ou descendre à la ruche qui dit oui, il y a un buffet. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez osé l'approcher maintenant. Est-ce que vous avez faim? Enfin bon. Voilà, et merci beaucoup au Maïf Social Club de nous accueillir tous les 2 mois. Merci.